noter quand même qu'aujourd'hui, en fait, nous accueillons M. Pape Moussa Diop, qui est un ancien étudiant du département infographie, un étudiant que je connais bien. Donc, à travers ses travaux et aussi un étudiant qui est sérieux, on a eu à travailler ensemble, hein, donc dans plusieurs projets même. En fait, voilà, dans plusieurs projets. Et vraiment, il m'a montré ses compétences et voilà, son savoir-faire. Alors, donc, c'est un plaisir donc, de l'accueillir dans les mercredis de la Créa, où il va animer en fait le 10e numéro, le numéro 10. Voilà. Donc, on va essayer très rapidement voilà, de lui donner la parole. Hein. Donc, moi, je ne vais pas aller loin. Donc, je veux dire, alors, juste quand même pour revenir un peu sur le concept des mercredis de la Créa. Donc, c'est initié quand même dans le but de promouvoir les métiers et la formation donc, en infographie. Alors, chaque premier mercredi, en général, donc du premier du mois, alors on invite en fait un professionnel, voilà, qui va venir quand même présenter en fait donc les travaux qu'il a eu à faire, donc ses meilleurs travaux peut-être, donc son portfolio, voilà. Et bon, après la présentation maintenant, on va tout simplement ouvrir le débat. Donc si en fait les intervenants, si les participants quand même ont des questions, ils pourront quand même les poser, donc toutes sortes de questions, même en fait sur ces créas. Donc s'il y a en tout cas une créa, ok, où vous souhaitez quand même plus de détails, des explications, même en fait techniques, vous pouvez toujours lui demander, d'accord? C'est pourquoi ici aussi j'ai dit, par exemple, dites-nous comment c'est fait. Voilà, il ne s'agit pas uniquement en fait de présenter quand même ces travaux, de nous dire voilà, là je l'ai fait, donc voilà, donc le contexte, je l'ai fait avec tel logiciel, etc. Mais quand même de nous expliquer vraiment les détails quoi, pour qu'on puisse savoir en fait vraiment le voilà, donc pour qu'on puisse avoir plus d'infos en tout cas sur ces travaux là, d'accord? Alors donc maintenant sans plus tarder, on va donner la parole à Pape Moussa Diop, hein, qui va revenir un peu en fait sur son profil et démarrer maintenant la présentation de ces travaux. Voilà, merci, restez connectés. Donc Pape Moussa est là, je vais lui donner la parole et après donc il pourra partager son écran. Pape Moussa Diop, vous avez la parole. Merci Morokan, bonsoir à tous, bonsoir chers participants. Donc c'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui, donc voilà, pour participer à cette 10e numéro, les mercredis de la Créa. Donc voilà, je voulais y participer depuis très longtemps, mais quand même le temps est très serré parce que, comme l'a dit Morokan tantôt, donc voilà. En tout cas, c'est une force ça de regrouper la communauté des designers. Parce qu'à travers cette communauté-là, tout peut se créer, voilà. Et ça sera un canal pour nous, comme par exemple, de discuter sur les enjeux du design au niveau national, même au niveau international, parce que la compréhension du design au niveau international, c'est différent de la façon que nous le connaissons quand même. Et là, je l'ai appris lorsque je suis ici. Donc voilà, moi je suis Pape Moussa Diop, je suis designer UX résident ici à Québec. Et mon parcours a commencé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai obtenu ma licence en infographie. Et j'ai sorti de cette formation avec beaucoup de compétences en design graphique, audiovisuel et multimédia, comme nous le savons. Mais aussi, à la sortie de cette formation, j'ai acquis beaucoup d'expérience quand même. Parce que j'ai commencé à travailler dans le milieu professionnel dès ma licence, dès ma 2e année universitaire, et comme responsable designer à Comop Sénégal. C'est là que j'ai trouvé même ma passion sur le web. Et parce qu'on travaille beaucoup de projets, projets sur la création de sites web et d'applications mobiles. En plus, je travaille aussi comme freelance et consultant avec plusieurs organisations et plusieurs personnes, dont Modokan ici présente pour ce Modokan. Donc on a travaillé sur pas mal de projets, à savoir le projet de l'UGB qui a été piloté par le centre de calcul, c'est-à-dire c'était le portail de services aux étudiants. Je travaille avec lui aussi
Je travaille avec la mairie de Darimousti, je pense bien. C'était un projet avec M. Modokanal en plus de cela. Et je travaille aussi ici à Vitrine Virtuelle aussi. Et je travaille avec le maire de la commune de Popenguine-Dayan, avec l'école primaire de Sanar, l'école supérieure des technologies numériques et Sénégal Terme aussi, où j'ai fait là-bas où j'ai fait 4 ans là-bas, dont la gérante était en France. Donc ça, c'était les travaux l'expérience que j'avais eue durant ma formation. Et juste à la fin de ma licence, j'ai fait un stage à Uptake Institute. J'ai fait 2 mois de stage là-bas. Et ils m'ont recruté pendant aussi une période déterminée, je pense de 5 mois. Et juste après ces 5 mois-là, j'étais aussi formateur là-bas sur les formations accélérées en infographie. Donc, moi, j'étais chargé de donner les cours de traitement d'image. Et après cela aussi, j'ai travaillé à Digital Eyes. Digital Eyes, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de la presse. Et c'est eux qui ont créé Actu 221. Actu 221, c'est une filiale de Digital Eyes. J'ai fait là-bas 2 mois et j'ai démissionné pour rejoindre la maîtrise en design recherche ici à l'Université Laval. Cette maîtrise recherche-là, je l'ai fait pendant 1 année. J'ai aussi démissionné. Donc voilà, mais j'ai appris beaucoup de choses pendant cette maîtrise recherche-là, parce que je me souviens bien, lors de mon premier cours, j'étais venu et le prof m'avait dit que ici, on n'est pas là pour faire du design, mais on est là pour comprendre le design. Donc, j'ai travaillé sur mon projet de recherche pendant 1 année là-bas et j'ai démissionné pour suivre une autre formation en design d'interaction, donc dont je viens de finir récemment. Et pareil, ce que j'avais fait au Sénégal, donc voilà, pendant mes études ici, je travaillais en même temps. Et j'occupais aussi le poste de graphiste à l'association des étudiants inscrits en cycle supérieur. J'étais aussi auxiliaire de recherche comme UX chercheur, donc voilà. Après, on pourra revenir en détail sur tous ces termes-là. Et actuellement, j'occupe aussi le poste de responsable communication du syndicat des travailleurs étudiants. Et voilà, récemment aussi, j'étais consultant en design UX chez Sci-Fi Labs. Donc, en gros, modo, c'était ça mon parcours quand même. Machallah. Machallah, donc bel parcours, machallah, donc yal na gëna jëm kanam. Et aussi en fait, bon, je rappelle que le logo de Vitrine Virtuelle, en fait, c'est lui en fait qui l'a fait, hein. Donc voilà, il est le concepteur quand même du logo de Vitrine Virtuelle. Donc on a eu aussi à travailler même en fait pour le renforcement de formation en infographie, donc des agents de l'office de Lac et Coudé de Saint-Louis, d'accord. Très bien, donc Pape Moussa, donc là je vais maintenant enlever mon partage d'écran et vous donner quand même la possibilité de le faire. Voilà, donc c'est bon, vous pouvez continuer. Voilà, donc je vais arrêter la présentation, voilà, et là c'est bon. Vous pouvez continuer, Pape Moussa. Donc je vais présenter mon écran. Je ne sais pas où est le bouton de... Ouais, donc c'est en bas, juste avant l'outil main. Vous avez en fait un petit rectangle avec une flèche. Donc je pense que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Google Meet, quoi. Non, mais je ne vois pas l'outil de... Hein? L'outil de partage. Ouais, juste après, bon, écoutez, je vais partager mon écran et peut-être vous montrer ça très rapidement. Ouais, donc c'est juste avant l'outil main, donc il y a un rectangle avec une flèche là, orientée vers le haut. Juste avant l'outil main. Okay, je l'ai vu. Parce que moi, je connecte directement sur Google Chrome. Et il m'a créé une autre fenêtre. Je pensais que c'était sur cette fenêtre-là. Je l'ai vu. Voilà. Vous l'avez vu, donc là, je vais partager mon écran très rapidement. Onglet Chrome. Voilà. Présentation, oui, dans tout l'écran. Voilà, bon, fenêtre, ça dépend de vous. Oui, le mieux c'est de prendre tout l'écran. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. C'est sûr que je vais faire des va-et-vient. Voilà, exact. Voilà. Très bien, c'est exactement ça. Voilà, c'est bon, c'est venu.
Ok. Donc, je disais que je vais faire des va-et-vient parce que là, actuellement, mon portfolio PDF n'est pas à jour. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis à jour. Et là, je suis en train de faire mon site personnel, donc avec des projets que j'ai mis là-bas. Et il y a mon compte Behance aussi qui est disponible, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis en jour. Et il y a d'autres projets que j'ai rassemblés à côté. Et on va commencer par ces projets-là. D'accord. Après, peut-être on fera un tour rapidement sur mon compte Behance. Après, on va finir sur mon site web. D'accord. Donc, voilà. Et pour le lien du site web, je vais vous le mettre sur le chat. Si. Donc, voilà, c'est ça. Et voilà. Ça doit disparaître. Okay. Donc, moi, je disais que là, je vais, comment dirais-je, découper la présentation en 2-3 étapes maximum. La première étape, j'ai recensé quelques travaux que j'ai fait récemment durant même en août-septembre là, que j'ai mis ici. Et peut-être après, on va faire un tour sur mon compte Behance. Après, on va terminer sur mon site personnel où j'ai mis d'autres projets qui sont différents de ces projets-là. Donc, les projets que j'ai mis ici, c'est plus sur l'aspect design graphique quand même. Ok. Donc, je disais que je vais commencer par l'agenda universitaire que j'ai fait récemment avec l'association des étudiants inscrits en cycle supérieur. Donc, cette association-là regroupe l'ensemble des étudiants qui sont inscrits en maîtrise et en doctorat, et ils offrent beaucoup de services à la communauté estudiantine. Et l'un de leurs projets phares, c'est l'agenda universitaire. Donc, cet agenda qui va permettre aux étudiants de mieux structurer leurs sessions, leur semaine même de travail ou bien leur journée, voilà, et pour qu'ils soient beaucoup plus productifs. Donc, cet agenda, je travaille avec la charge de communication, donc, qui était chargée de planifier le projet. Est-ce que vous l'avez ouvert? Oui, ça s'est étalé sur 3 voire 4 mois. Donc, moi, j'ai commencé par proposer un agenda, un passe de garde autant pour moi. Le propos de l'agenda. Donc, j'ai proposé deux pages de garde. La première, c'est celui-là que j'avais proposé, avec des illustrations que j'ai utilisées qui font référence à tout ce qui est en rapport avec l'idée de prendre en note. Donc, ça, c'était la première. Et ça, c'était la deuxième qui a été choisie donc, par le comité exécutif. Donc, voilà, c'était ça le passe de garde qui a été retenu. Et l'agenda qui est là, donc voilà, l'agenda est composé, on peut dire, principalement de... Est-ce que vous pouvez l'agrandir un peu, s'il vous plaît? Donc, agrandir un peu la fenêtre, parce que là, c'est... Ok, je vais l'ouvrir comme ça. La première page qui est ici. Donc ça c'était la passe de garde. Et l'agenda est structuré d'abord, il y a une présentation de l'allié, qui est l'association, et ses services. La deuxième partie, il y a les partenaires, parce que lors de la conception de l'agenda, on est allé chercher des partenaires qui vont venir acheter des placements. Donc les placements, ça peut être une page entière de publicité, parce que derrière, il y a une communauté estudiantine composée de milliers d'étudiants qui sont là, qui utilisent l'agenda. Et ça, c'est une clientèle que les entreprises vont utiliser pour passer leur message ou bien pour faire connaître leurs services. Donc, il y avait ce travail de recherche de partenariat qui a été fait. Et chaque partenaire, donc, on avait, comme par exemple, 3 sortes de placements. Un placement page entière, un placement demi-page et un bannière en bas que les partenaires pouvaient acheter. Donc là, donc c'est les 2 pages. Ça, c'est la page, c'est la deuxième page de couverture qui est là. Donc il y a la Halt Gallery qui est ici. Et la Halt Gallery, c'est un filiale de l'Allié. Qui a été créé récemment. Moi, j'ai fait le logo et cette affiche-là qu'on a pris comme publicité, comme page de publicité pour la deuxième page de couverture. Et il y a les identifications et la table des matières, donc voilà, de l'agenda qui est là. Donc l'agenda, pour rappel, moi je l'ai fait sur InDesign. Donc ici à
À gauche, il y a le comité exécutif. Donc voilà, c'est eux qui ont le mandat de 2024 à 2025. Il y a aussi le mot du comité exécutif qui est ici. Ça, c'est la structure de l'allié, donc l'association en tant que telle, et les calendriers des instances, donc les conseils d'administration, la tenue de leur conseil d'administration et des assemblées générales, donc tout est mentionné ici. Et ici, à droite, il y a les instances aussi qui sont. Donc, à partir de là, on voit uniquement les services offerts par l'association. Il y a, comme par exemple, les retraites de rédaction qui va permettre aux étudiants d'être plus productifs, de travailler plus sur le projet de recherche. Il y a les assurances collectives qui sont ici, soutien financier et commandite, accompagnement des droits et encadrement. Ça, c'est des services de l'allié. Et l'un des défis de cet agenda, c'était qu'il y avait Moi, j'ai trouvé l'agenda, c'est-à-dire l'agenda des années passées. Il y avait, comme par exemple, comme un genre comment dirais-je, en tout cas, on me disait que l'agenda était inchangeable et graphiquement, l'agenda n'était pas très propre quand même parce que, voilà, il n'y avait pas un style de design qui a été adapté. C'était juste le texte brut qui mettait comme ça. Et moi, j'ai voulu changer le tout. Bon, il y a des aspects qui ont été changés, mais il y a d'autres, ils ont refusé de changer. Comme cette page-là d'accompagnement des droits étudiants, ils ont dit qu'il faut le reproduire tel qu'il est. Il ne faut pas le changer. Ça, c'est la chaire publique qui est en filiale de l'Allié. Moi, j'ai fait ces 2 pages de pub. Et il y a aussi l'émission On en parle qui est là. Moi, j'ai fait le logo et cette affiche. La chaire publique qui offre aussi des séances de photos au finissant. Donc ça, ce sont des affiches pub que j'ai fait dans l'agenda. Ça, c'est la facture expliquée, laissez-passer universitaire. Et on arrive là, au niveau du calendrier universitaire de la session d'automne 2024, là où on est actuellement. Donc là, c'est les grands événements que tous les étudiants doivent retenir, le début des cours, fin des périodes de modification des cours. En tout cas, les informations essentielles que les étudiants doivent retenir. Et ça, ce sont des publicités externes, donc voilà, ici, qui venant du stade de développement professionnel au doctorat. Ça, moi, je ne l'ai pas fait, mais l'ont acheté, moi, je les ai placés ici. Et là, nous arrivons au niveau du mois de septembre, donc voilà, qui est résumé ici. Et il y a aussi en bas juste à faire, comme par exemple, l'étudiant peut décrire ici les objectifs du mois de septembre. Et là, on commence par le 29 août, 30, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça va se décliner. Ça, c'est les bannières que certaines entreprises ont achetées, bien voilà, certains services de l'université ont acheté pour se placer ici. Donc, ça, c'est comme ça. Ça aussi, c'est des demi-pages que d'autres entreprises ont achetées pour se placer. Et il y a le mois d'octobre qui vient, etc. Donc, ça, c'était un projet quand même. Pourquoi je le présente? Parce que c'était la première fois que je fais ça. Et c'était un projet qui m'a énormément pris de temps quand même. Mais voilà. Et ça s'est bien passé. Okay. Donc, et là, c'est le calendrier d'hiver qui va arriver, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, ça, c'était l'agenda universitaire. Donc, je vais aller rapidement présenter le logo de la Halte Galerie que j'avais fait avec l'Allié récemment. Parce que la Halte Galerie, ils l'ont créée récemment. Et c'est juste pour les étudiants parents. Qui, en tout cas, lorsqu'ils ont, comme par exemple, des cours ou bien des travaux, ils peuvent déposer leurs enfants au niveau de la garderie. Et il y a un personnel qui va charger de leur prendre en charge. Donc, ça, c'était le logo que j'avais proposé. Et ça, c'est un appel d'offres pour recruter des éducateurs et des éducatrices. Et ça, c'est le flyers. Donc, voilà. Et ça, c'est un format à 5. A3. Ça, c'est un format A3 que j'avais. Bien vrai que le format A3 n'existe pas en Amérique du Nord, mais moi, je l'appelle format A3 pour me référer, quoi. Parce qu'ici, il n'y a pas de format A4.
Il n'y a pas de format A5, il n'y a pas de format A3 aussi. A4, A4, A3, A5, il n'y en a pas. Donc voilà, eux, ils ont leur propre format. Comme par exemple, le A4, ils l'appellent lettre, le format lettre. Donc voilà. Et ça ressemble plus à A4. Mais si tu prends un A4 et tu vas chez l'imprimeur pour imprimer, tu vas avoir des problèmes au niveau des reliures si tu vas avoir de reliures. Parce que ça va, les marges vont être dépassées. Donc ça, c'était le projet de la halte galerie. Ça aussi, c'est un projet du syndicat des étudiants travailleurs. Donc voilà, c'était le programme de barbecue d'été qui va regrouper l'ensemble de leurs membres. Donc voilà, autour d'un barbecue pour discuter comme ça. Donc moi, cette affiche-là, je l'ai fait sur 3 séquences qui est ici. La première, c'est juste un pré-annonce que j'ai fait ici. Après, il y a un autre affiche qui va inclure uniquement l'heure et la date. Donc, samedi, c'était le 16 juillet. Et l'autre qui va mettre pas mal d'informations donc, voilà, sur le barbecue, le lieu et la date plus précisément. Et là, donc, moi, j'ai utilisé des couleurs vives quand même, voilà, des couleurs vives parce que c'est pour refléter, donc voilà, l'activité même, voilà, qui est le barbecue d'été. Mais tout en se rattachant à la charte graphique du STEP quand même. Et en plus de cela, il y avait une campagne de sensibilisation qu'on avait lancée avec l'Allié, combattre la procrastination. Donc voilà, l'idée c'était comme par exemple de pousser aux étudiants d'utiliser la technique Pomodoro. Donc voilà, il y a une technique de révision qui va permettre aux étudiants d'être plus productifs. Donc voilà, et c'est cette technique qui est utilisée lors des retraites de rédaction. Donc on voulait le vulgariser pour que les étudiants l'utilisent. Et ça, c'est un format, je l'appelle A3, mais ce n'est pas un A3, mais moi je l'appelle A3 pour me référer. Donc on l'avait imprimé et on l'avait collé partout sur le campus. Et ça, on avait fait en même temps des flyers recto verso, ça c'est le recto et ça c'est le verso. Donc ça c'était juste une campagne de sensibilisation qu'on avait lancée. Et cette affiche de la chaire publique, je l'ai montrée tout à l'heure dans l'agenda. Donc voilà, c'est une affiche A3 donc, qui a été imprimée lors de la rentrée universitaire. Donc voilà, pour informer les étudiants sur c'est quoi la chaire publique, c'est quoi qu'est-ce qu'ils font. Donc la chaire publique est un filiale de l'Allié. Donc lui, il est en tribune où les étudiants peuvent venir à travers les émissions de la chaire publique, parler de leur projet de recherche et être accompagnés s'ils veulent faire de la vidéographie. Et aussi, l'idée de la chaire publique, c'est de vulgariser donc, voilà, tout ce qui est production scientifique. Et ça a été créé par un Sénégalais en 1956. Donc, un Sénégalais qui a passé ici à l'Allié et qui a mis en place la chaire publique. Donc, ça, c'est une affiche qui est le barbecue de la rentrée, qui est différent du barbecue d'été que j'avais projeté tout à l'heure. Donc, ça, c'était juste la rentrée de septembre-là que j'avais fait avec l'Allié. Donc, voilà, c'est dans ce même contexte-là. Ça, c'est un flyer que j'avais fait pour la chaire publique durant la rentrée, toujours pour informer qu'est-ce que fait la chaire publique, voilà, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que la chaire publique. Donc, ici, c'est les différentes offres de services qu'il donne à la communauté étudiantine. Donc, ça, c'est les différents projets que j'avais travaillé durant la rentrée ici. Et si vous me le permettez, je voudrais aussi aller très rapidement sur mon compte Behance. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas mis des projets là-bas. Et les derniers projets que j'avais mis, c'était les projets que je travaille au Sénégal. Donc voilà, ça, cette affiche-là s'inscrivait dans une campagne que j'avais lancée à PTEC, donc pour les formations
accélérées. Donc voilà, parce que on peut dire les formations accélérées durent 3 mois. Non, autant pour moi, ça c'est les formations de vacances qui étaient que PEC offre chaque année pendant les vacances. Et moi, lorsque j'étais là-bas, j'avais lancé une campagne sur ces formations de vacances-là. Et cette campagne-là, on avait même fait des séances de photos pour avoir nos propres photos. Et voilà, l'idée, c'était d'atteindre un nombre d'étudiants maximum, donc qui dépassait l'année précédente quand même. Et nous, je pense que dans cette campagne-là, on avait atteint cet objectif. Il n'y avait pas cette affiche à maintenance informatique, mais il y avait beaucoup d'affiches sur les différentes formations de vacances que EPTEC offrait. Mais là, c'est une affiche. En plus, il y a ce logo-là que j'avais fait pour Calamo Service Business. Donc, eux, c'est un GP. C'est un GP qui livre des colis de Maroc à Sénégal. Donc, voilà, il m'avait sollicité pour faire une affiche voilà, qui reflétait ce qu'il faisait. Et sur le logo, on avait identifié, il dit qu'il voulait mettre un lion. Et moi, j'ai allé sur un logo typographique, donc quand même, et pour lui proposer ce logo-là qu'il avait validé dans le mot business. Ça, c'est des affiches que j'avais fait. Je travaille avec l'amicale des étudiants en sciences de la santé et c'était les 82 heures, 96 heures à Metz. Donc voilà, chaque année, eux, ils ont un programme et moi, j'étais censé de faire tout ce qui est support de cette activité-là. Et si je me souviens bien, j'avais lancé même une campagne de communication pour avoir une communication chartée sur tout ce qu'ils faisaient. Et ça, le 96 heures à Metz là, c'était ça le logo que j'avais proposé et il l'avait utilisé sur le t-shirt et tout ce qu'il faisait en même temps. Et voilà, vous voyez ici même, on l'a utilisé pour l'activité feu de camp ici que j'ai fait. Il y a aussi le soirée cinéma qu'ils avaient utilisé. Il y avait dans 96 heures à Metz, donc soirée cinéma, donc il y a toujours le logo en tout cas, c'était une campagne que j'avais lancée pour eux. Et en tout cas, moi je vais expliquer. Après, si vous prenez des notes en détail, on pourra aller en détail sur tous ces aspects. C'est bon. D'accord, ok. C'est bien. Et ça aussi, c'était lorsque j'étais apte pour les formations en infographie. Donc là, ce sont les formations accélérées. Et ça, c'est une affiche que j'avais proposée. Donc voilà, formation en infographie, InDesign, Illustrator, Photoshop. Et là, j'ai utilisé le matériel, quand même, un matériel des illustrations qui reflètent carrément la magie de ces logiciels-là. Parce qu'on peut faire tous ces éléments-là avec ces logiciels. Et voilà, c'était ça. Et il y avait projet. Donc, le projet de Soulentech qui est là, ça, c'était mon dernier projet avant de venir ici au Canada. Je travaille avec l'École supérieure des technologies du numérique. C'était une école qui a été créée par un professeur qui enseigne à l'UGB, à IPSL. Oui, IPSL. C'est à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Donc, moi, j'avais fait le logo, un flyers et un plaquette de présentation de l'école. Et il voulait même faire une maquette 3D, mais je n'avais pas le temps. Après, je l'ai mis en rapport avec un autre étudiant, un autre camarade pour lui faire ça. Mais ça, c'était la passe de garde de la plaquette qui était là, que j'ai fait. Et voilà, c'est ça. Et, donc, ça, c'est le flyers que j'avais fait. Le flyers, ça, c'est le recto. Et ça, c'est le verso du flyers.
Donc, ça, c'est uniquement le flyer que vous avez fait qui est ici. Voilà. Et en même temps, de l'autre côté, il y a le logo de Solentech. Donc, parce qu'au début, eux, ils disaient qu'ils voulaient le nom Solentech. Après, à la fin, ils ont pris le nom Sotech, donc, qui est là, le logo Sotech, École supérieure des technologies du numérique. Ils sont basés à Dakar. Donc, il y a d'autres projets. Après, voilà, vous pouvez aller en bas. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ce que je voudrais présenter, c'est les projets que j'avais mis dans mon site. Ça, c'est mon site personnel. Je pense qu'à 90%, c'est prêt quand même. Donc, c'est un site one page. Et là, si on part sur Portfolio, là, on va tomber sur les différents projets. Ici, j'ai mis juste des projets de site web parce que c'est mon domaine de prédilection. Et le premier projet que je voudrais partager, c'était mon projet d'intervention avec l'entreprise Sci-Fi Labs qui est là. Et c'était un projet qui a débuté de janvier jusqu'à mois de mai, environ 4 voire 5 mois. Et voilà, l'idée de ce projet, c'est que Sci-Fi Lab est venu nous solliciter parce que lui, il voulait une réponse à une problématique qu'il avait identifiée. Donc, Sci-Fi Lab, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la médecine préventive. C'est-à-dire, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont remarqué qu'au niveau des urgences, au niveau des hôpitaux, il y a de l'encombrement. Parce qu'ici, si tu vas à l'hôpital, tu peux attendre pendant des heures, 10 heures et plus pour voir un médecin. Et des fois, c'est juste des visites de suivi qui va même pas durer 30 minutes. Et tu vas rester là-bas pendant 10, 15 heures, 20 heures à attendre un médecin. Et cette attente-là va créer un encombrement au niveau des urgences. Ça, c'était le premier constat qu'il avait fait. Le second constat, c'était de vouloir proposer, comment dirais-je, un service qui venait, un produit qui venait collecter en même temps l'ensemble des signaux physiologiques de l'être humain. Parce que sur le marché, eux, ils avaient constaté qu'il y avait des produits, mais ces produits-là collectaient uniquement un signal. Les signaux physiologiques, c'est soit la pression artérielle, soit le rythme cardiaque, soit le niveau du stress, etc., etc. Donc, eux, ils voulaient proposer un appareil qui va collecter cet ensemble-là. Ils avaient déjà proposé cet appareil, mais le problème se trouvait que l'appareil, lorsqu'il collectait cette information, la manière dont cette information est présentée aux patients et aux médecins, c'est là-bas que je devrais intervenir dans mon projet. Donc, eux, ils avaient développé une application déjà et il y avait une montre qui est connectée que le patient doit mettre. Donc, lorsque le patient met cette montre-là et entre dans l'application, il peut envoyer directement ses signaux au médecin sans venir le voir. Donc, il peut faire une consultation à distance. Donc, c'était ça l'idée de projet. Maintenant, lorsque l'appareil collecte ces informations, comment cette information va être transférée au médecin? C'était ça l'enjeu du projet. Donc, et moi, mon rôle et la démarche que j'avais suivie, c'était ça. D'abord, nous avons fait des recherches documentaires. Nous avons fait des évaluations heuristiques. Donc, les recherches documentaires, c'est l'ensemble des recherches qu'on va faire qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que fait Sci-Fi Lab, ce qui va nous permettre de comprendre d'abord la problématique. Donc, après, en détail, je vais vous montrer l'ensemble des recherches documentaires qu'on avait fait. On avait fait aussi une évaluation heuristique du PowerPoint. Le PowerPoint, c'était le produit qui a été développé par Sci-Fi Lab. Ce produit-là qui permettait de consulter les patients à distance. Nous avons fait des analyses de tâches, des workflows et des analyses de tâches. Les analyses de tâches, c'est d'aller voir, comme par exemple, les concernés, soit les patients qui utilisaient le produit ou bien les médecins qui utilisaient le produit. On leur demandait dans quel contexte vous utilisez le produit
Et vous utilisez le produit pour faire quoi exactement? Eux, ils vont te décrire ce qu'ils font. Après, tu vas essayer d'analyser ces tâches-là. Nous avons fait des recherches ethnographiques, donc c'est des entretiens qu'on avait fait avec les utilisateurs. Et on a analysé l'ensemble des informations qu'on a récoltées, ensuite les visualiser pour mieux les comprendre. Ensuite, on a proposé une nouvelle arborescence, des prototypes, des maquettes, des maquettes filaires et des maquettes de fidélité. On a fait aussi des tests. Donc, voilà. Donc, après, lorsqu'on a fait des recherches ethnographiques et tout ça, et lorsqu'on a compris davantage le projet, on a fixé comme objectif de faire une évaluation de l'interface et de l'architecture d'information, de l'écosystème informationnel, c'est-à-dire ce qui existe déjà, c'est le PowerPoint. On fait une analyse de ce qui existe, l'interface du site existant, de l'application existante autant pour moi, et la structure d'information du plateforme existant. Donc, on part sur cette analyse-là pour ensuite formuler des recommandations et d'assurer que voilà, il y a la conformité avec les conventions, les normes et tout ça, avant d'élaborer une nouvelle expérience. Donc, c'était ça, ce que j'ai listé en haut là, c'était ça notre processus de design. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais vous zoomer. Donc, le processus de design, le premier, c'était la problématique. Donc, l'entreprise vient avec une problématique, il nous dit c'est ça notre problème. Donc, nous, on ne connaît rien de l'entreprise, on ne sait pas ce que l'entreprise fait, mais on va aller découvrir l'entreprise d'abord. Et pour la découvrir, il faut faire des recherches sur l'entreprise. Et il y a des outils, comme par exemple ce qu'on appelle un écosystème de services qu'on utilise souvent et qui nous permet de comprendre l'entreprise. Après, je vais vous présenter tout à l'heure c'est quoi un écosystème de services. Et voilà, nous avons fait des recherches sur l'entreprise, nous avons fait un écosystème de services, nous avons fait un plan d'intervention et commencé notre recherche documentaire. Donc, la phase découvrir là, tu es à l'appropriation de ton mandat pour la mieux comprendre, pour mieux comprendre l'entreprise en tout cas. Et lorsque tu as eu cette compréhension, on va définir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on comprend déjà notre mandat, on définit notre processus. Donc, définition de processus, c'est cette partie-là qu'on va faire la collecte de données. Donc, on va faire du benchmarking, on a fait des analyses de la concurrence, on a fait des analyses heuristiques, on a fait des recherches ethnographiques, on a fait après, on a fait une analyse de ces données-là et on visualise ces données. C'est-à-dire, on prend des outils pour visualiser ces données avant d'entamer la phase de conception. Donc, la phase de conception vient ici où on va proposer une nouvelle architecture d'information et les maquettes. Et en fait, on va faire un livrable pédagogique et un rapport de recommandation et de conception. Donc là, c'est la phase découvrir là, c'est ces méthodes-là que j'avais utilisées, des méthodes de recherche pour en fait mieux cerner le besoin des utilisateurs. Donc, on avait fait des analyses de la concurrence, des analyses heuristiques. Donc, l'analyse de concurrence, c'est juste aller voir des produits similaires qui existent sur le marché, comment c'est fait, comment il est présenté. L'analyse heuristique, c'est le produit que l'entreprise a déjà, la décomposer détail par détail pour comprendre toutes les fonctionnalités qui existent dans ce produit-là. L'analyse de tâches, c'est d'aller voir des utilisateurs qui utilisent déjà le produit existant et ils vont t'expliquer dans quel contexte ils l'utilisent. Ils l'utilisent pour faire exactement quelle tâche et quelle tâche. Après, tu vas voir des fois les contextes vont être différents. Et ça, c'est des entretiens avec les potentiels utilisateurs. Après, on a fait l'analyse de ces données-là en haut avec l'affinity diagramme. L'affinity diagramme, c'est une méthode qui nous permet d'analyser l'ensemble de ces données-là qu'on a fait et ensuite
sortir des insights. Et la carte d'expérience, elle est personnelle. La carte d'expérience, c'est une méthode de visualiser l'analyse des tâches que tu avais fait. C'est-à-dire, on avait fait l'analyse des tâches et on l'a visualisé avec les personnes. Donc, je vais juste faire un petit truc là pour vous montrer. Je pense que ça, c'était le rapport qu'on avait fait. Je vais juste faire ça. Je vais juste montrer voilà, qu'est-ce que ça ressemble. Ça, c'était plus... voilà. L'affinity diagramme, là, c'est ça l'affinity diagramme. On avait utilisé une plateforme qui nous permet de... en tout cas, de transcrire l'ensemble des entretiens qu'on avait faits, qui sont là. Et ensuite, à travers cette transcription-là, on va essayer de sortir des catégories. C'est-à-dire, l'expert 1, l'expert 2 peut dire ça, On dit que ces deux idées-là, on peut les jumeler et on lui donne un thème, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est les méthodes d'analyse. Et ça, c'est la carte d'expérience. Donc la carte d'expérience d'un utilisateur, Jean Thibault, qui utilise le système et qui te dit, avant d'ouvrir l'interface, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il ouvre l'interface, qu'est-ce qu'il fait? Après fermeture de l'interface, et lors de ces actions, comment il fait et comment il le trouve. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Donc, c'est ces ensembles de questions-là qu'on va chercher au niveau de ces utilisateurs-là pour ensuite les présenter comme ça. Ça, c'est une carte d'expérience. Okay. Donc, ça, c'est une carte d'expérience aussi de notre utilisateur. Donc, les étapes où il s'énerve, les étapes où c'est compliqué, etc. etc. Ça, ensuite, c'est des personnages. Les personnages, ce sont des utilisateurs fictifs quand même, qu'on n'a pas imaginé, mais qui existent. Comme par exemple, lorsqu'on va voir un utilisateur pour faire un entretien, à travers cet entretien-là, on va définir un personnage pour voir les motivations de cet utilisateur, ses besoins, ses attentes vis-à-vis vis-à-vis de l'application, etc. Donc, voilà. Et après tout ça, on a fait l'analyse des tâches. Mais après l'analyse des tâches, nous, qu'est-ce qu'on fait? Pas l'analyse des tâches. Après la recherche ethnographique, là, on vient sur les constats observés. Donc, c'est comme si on faisait une refonte. Mais avant la refonte, on analyse ce qui existe déjà et on identifie les irritants, l'ensemble des problèmes. On avait identifié des problèmes d'hiérarchie de l'information, des problèmes au niveau du design graphique, la qualité du contenu et la littératie. La littératie, c'est la facilité de l'utilisateur à comprendre l'intitulé ou bien la description de l'ensemble des contenus du plateforme, les problèmes d'accessibilité, la différenciation des besoins. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient proposé une interface pour les patients et pour les utilisateurs, alors qu'ils devraient avoir deux interfaces qui sont différentes. Donc après ça, on a fait un user flow. Un user flow, c'est un flux d'utilisateurs. Donc, c'est une proposition qu'on a fait, c'est-à-dire un flux d'utilisateurs. On dit, comme par exemple, là, je suis un nouveau utilisateur, là, qui est là, et il y a l'interface qu'on a proposée qui est là. Donc, lorsque l'utilisateur entre sur cette interface, on lui trace un guide, c'est-à-dire les différentes phases qu'il va comment dire, passer pour réussir tout ce qu'il fait. Ça ressemble plus à l'analyse de tâches, mais c'est un peu différent. Donc, on l'a fait pour le desktop et pour mobile. Au début, eux, ils avaient juste une application pour desktop que les patients utilisaient et
et les médecins. Mais lorsque je suis venu, moi, je leur dis, il vous faut comment dirais-je, deux interfaces différentes. Le desktop, ça sera pour les médecins parce qu'ils travaillent au bureau, mais l'application sur mobile, ça sera pour les patients, donc ils vont juste se connecter pour... Donc c'est ça que j'ai proposé ici. Et j'ai proposé un nouveau arborescence, c'est-à-dire l'architecture d'information qui est là, donc pour desktop et en même temps pour mobile. Donc, pour desktop, c'est plus avancé parce que là-bas, le médecin a besoin de certaines fonctionnalités. Mais pour mobile, le patient, il a juste besoin de deux boutons. Après, je vais vous présenter les interfaces, les deux boutons tac-tac pour enregistrer ces données. Donc, voilà, c'est ça l'arborescence. Ensuite, il y a le design system. Donc, voilà, le design system qui va venir résumer l'ensemble des choix qu'on a fait, des choix graphiques au niveau des couleurs, et au niveau de la typographie et au niveau des illustrations ici, qui sont ici. Donc, et là, nous avons les deux prototypes que j'ai proposés. Donc, on peut aller rapidement, comme par exemple sur le prototype sur mobile, là, si je clique, ça va me ramener sur Figma. Donc là, c'est l'application pour les patients. Donc, tu cliques ici pour accéder. Et à partir de là, il y a une recherche par Bluetooth qui va se faire pour chercher la montre. Est-ce que c'est activé? Si c'est activé, tu le vois ici, tu te connectes directement. Et il y a ici les réglages à faire. Donc, voilà. Et ces réglages-là, c'est le médecin qui doit le faire parce que c'est le médecin qui cherche quelles données il veut collecter. Et une fois il fait ces réglages-là, c'est fini. Donc, le patient s'en va. Donc, EMG, c'est des données relatives à tout ce qui est rythme cardiaque, je pense bien. Donc, c'est des noms scientifiques, donc je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, l'appareil, il connecte ces 5 données-là. Donc, tu sélectionnes ce que tu veux, tu mets connecté. Là, tu peux mettre tes informations personnelles si tu veux, sinon tu ignores. Skype ou bien confirmer. Si tu ignores, voilà. Et là, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est ces données-là que l'appareil collecte. La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le niveau de stress, pression artérielle et température corporelle. Donc, il va collecter ça et l'envoyer directement au médecin. Donc, si tu cliques sur Start, donc là, ici, il est en train de collecter. Donc, ça va prendre 30 secondes, voire 1 minute. Donc, voilà. Et si c'est fini là, donc, voilà, tu peux sauvegarder ici ou bien resélectionner en même temps si tu veux. Si tu sauvegardes, donc voilà, voici les enregistrements. Et tu as la possibilité de cliquer sur un enregistrement et de l'envoyer directement. Donc, ça, c'était une tâche que j'ai fait sur Figma. Et... j'ai perdu ma fenêtre. Donc, l'autre projet sur l'autre maquette sur ordinateur, donc ça donne ça. Si on clique, ok. Donc, c'est le même process. Donc, on se connecte directement avec la montre. On accède et là, on a les différentes comment dirais-je, les différentes données que le BowPoint va collecter. Donc, pareil, si tu cliques ici, là, et il y a des réglages, des pré-réglages qui se font. Là, donc voilà, c'est les réglages, ça et ça, si tu veux. Et tu mets Start. Et aussi, ici, le médecin aussi a la possibilité de collecter des informations directement ici. Ou bien, il peut aller sur Display aussi pour recevoir l'ensemble des informations. Donc là, il est en train de collecter. Bon, il n'y a pas une animation, mais il est en train de collecter. Je peux cliquer sur Finish ici. Si je clique sur Finish, là, donc je vois les informations qui ont été comment dirais-je, donc c'était ça le projet de Sci-Fi Lab sur lequel moi j'ai travaillé. Et il y a un autre projet de recette, voilà, qui
qui est très intéressant quand même. Ça, c'était un projet c'était un projet dans le cadre d'un cours qu'on appelait design d'interface, un projet de session. Et les consignes de ce projet-là étaient de créer une application qui s'intègre dans l'environnement de Google et une application multi-device. C'était ça les deux principales consignes. Le multi-device, c'est juste une, comment dirais, c'est juste, on peut le comparer au responsive design, mais il est beaucoup plus avancé. Parce que le responsive design, c'est d'adapter les interfaces sur différents dispositifs. Mais le multi-device, ça touche à l'expérience. C'est-à-dire de venir commencer une expérience sur ton ordinateur et de la terminer sur ton téléphone ou bien sur tablette. C'est-à-dire que tu peux commencer sur ton téléphone et la terminer sur ton tablette, vice-versa. Comme par exemple, si tu es dans un environnement Mac, tu peux copier du texte sur ton téléphone et la coller directement sur ton ordinateur. Donc là, c'était la démarche et l'approche que j'avais fait. Toujours, il y a des recherches documentaires, l'analyse de tâches et des irritants. Donc l'analyse de tâches ici, c'était voir. Mais avant ça, bon, le projet d'abord, c'est de créer un livre de recettes. Parce que ici, le constat qu'on avait fait, que tout le monde cuisine, mais tout le monde ne sait pas cuisiner. Et si tu veux cuisiner souvent, tu vas apprendre à cuisiner sur le net. Tu vas aller chercher des recettes sur le net et venir les cuisiner. Et souvent, si tu vas sur le net, tu vas voir une foule d'informations sur la manière de cuisiner. Beaucoup de sites web de recettes qui te proposent des recettes. Et des fois, tu n'as pas les moyens d'enregistrer ces recettes-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des captures d'écran. Tu ajoutes au niveau de tes favoris, ou bien tu copies quelque part, ou bien tu le recopies sur papier. La plupart des gens, ils font ça. Donc, nous, cette application qu'on va développer, c'était l'idée de créer un livre de recettes où tu peux télécharger à travers un plugin n'importe quelle recette dans n'importe quel site et l'ajouter dans ton livre de recettes. C'était ça l'idée du projet. Et voici les démarches qu'on avait suivies, des recherches documentaires, analyse de tâches irritantes, cerner la problématique, définir les utilisateurs, les besoins et le concept proposé. Donc le concept proposé, c'est cette livre de recettes-là, une plateforme qui va centraliser l'ensemble des sites de recettes. Donc à travers un plugin, tu peux aller télécharger n'importe quel site de recettes. Donc voilà, il y a des théories qui vont soutenir ces concepts de centralisation et de personnalisation là. Et il y a aussi voir comment le multi-device se déploie dans ce projet. Donc là, moi, je vais aller directement présenter les plateformes. Donc on avait deux plateformes sur mobile et sur desktop. Comme par exemple, je vais commencer sur le desktop là. Ici. Donc ici, je suis dans un site de recettes. Donc un site qui s'appelle Buget By, je pense, Buget By. C'est comme ça s'appelle. Donc et là, je veux télécharger cette recette-là, Classic Homemade. Je peux la télécharger à travers mon application. Donc si je clique sur cette recette-là, on me donne la description du recette et tout ça. Moi, mon plugin, il est ici. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon curseur? Le plugin là, c'est ça, le plugin qui est associé à notre plateforme. Donc, ce plugin va venir collecter l'information sur cette base-là et l'ajouter dans notre plateforme, dans ton livre de recettes. Donc, si on clique dans ce plugin, donc, il nous dit, voilà, valider les informations suivantes. Tu as choisi titre de recette, Classic Home Chili Extra. Il dit oui, sauvegarder. Donc, il l'ajoute directement dans ton livre de recettes sur le site. C'est comme Pinterest, c'est ce qu'il fait. Donc, voilà, si tu as le plugin Pinterest, tu télécharges n'importe quelle image et l'ajouter dans ton compte Pinterest. Donc, voilà, on va aller dans notre site qui est là. Et là, si on entre dans la plateforme, on voit la recette qu'on a ajoutée, Classic Home, si c'était notre recette aussi, ça allait être pareil. Donc voilà. Et si tu cliques là sur cette recette, donc voilà, tu as les informations
l'ensemble des informations. Tu peux passer en mode cuisine. Si tu passes en mode cuisine, il te résume comment préparer cette recette-là. Donc voilà, qui est là. Tu dois juste la lire. Et voilà. Je clique ici. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous, on a créé ce livre de recettes-là. On l'a ajouté dans notre livre de recettes. On a ajouté cette recette dans notre livre de recettes. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette recette-là? On peut aller, comme je disais tout à l'heure, passer en mode cuisine ou bien l'ajouter dans notre liste d'épicerie. Parce que souvent, chaque recette, il y a des ingrédients, beaucoup des ingrédients qui vont avec. Souvent, si tu n'as pas ces ingrédients, qu'est-ce que tu vas faire encore? Faire des captures d'écran sur ton téléphone ici, ou bien planifier une épicerie pour le 6 décembre, pour le dimanche du 6 décembre, ou bien mardi, n'importe quelle date, tu fais planifier. Et là, si tu le fais, automatiquement, ça va entrer directement dans ton application mobile. Si tu pars dans ton application mobile, tu vas voir cette liste d'épiceries-là que tu as créée. Donc, je vais aller directement sur l'application mobile. Ici, sur l'application mobile qui est là. Donc, si j'arrive directement ici, et voilà. Je viens ici, liste d'épicerie, épicerie du dimanche qui est là. Non, je ne vais pas juste ce que vous avez ajouté. Je vais juste faire un retour en arrière. Voilà, c'est ça, épicerie du dimanche, il est là, je l'ai ajouté, donc il est ici, je l'ai vu. Donc, épicerie du dimanche qui est là. Donc, je clique, voici la liste d'épiceries que je peux ajouter directement, acheter directement à l'épicerie. Donc, et là, on voit comment on a commencé sur notre ordinateur une action et l'a terminée sur notre téléphone. Ça, c'est le concept de multi-device. Donc, c'était ça c'était notre projet. Et je ne sais pas, est-ce que je dois passer dans tous les projets parce qu'il y en a d'autres qui sont ici que je pourrais pas. Ou bien je peux laisser les gens. Je pense qu'on peut ouvrir le débat. Et voilà, donc s'il y a des questions, donc je pense qu'il y en a beaucoup. Bon, il doit y en avoir beaucoup, hein, parce que je pense que même ceux qui sont là, quand même, donc c'est vraiment en fait donc votre profil qui les intéresse. Hein, donc moi je sais que c'est exactement ça. Parce qu'en fait, la plupart qui sont là quand même, bon, je pense que qui sont vraiment intéressés sur le UX design. D'accord, il veut vraiment en savoir plus, hein, surtout quand même d'après donc cette présentation très intéressante que vous venez de faire. Alors là quand même, je vois quand même ce que vous disiez en fait au début, ce que votre prof vous avait dit. Donc on n'est pas là pour faire du design, mais on est là pour comprendre le design. Donc là quand même, je viens vraiment donc de savoir le pourquoi il vous a dit ça. Parce que là quand même, donc il y a toute une théorie derrière en fait, donc c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir ici en fait, voilà, dans les écoles de formation et même dans les universités. Donc parce que nous quand même à l'université en fait, dans en licence en tout cas, parce que là quand même, donc c'est vraiment un travail donc beaucoup plus poussé niveau master quoi. Mais en licence ici en fait, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment des cours très pratiques en fait, où par exemple on ouvre un logiciel et on commence à bosser quoi. Donc mais quand même en niveau master, d'accord, là on voit vraiment donc le travail de recherche quand même qu'il faut faire quand on vous donne un projet, avant même donc de travailler en tout cas sur la partie technique où il faudra dessiner en fait la maquette, etc. Il y a tout un travail derrière en fait, donc qu'il faut vraiment comprendre quoi. Voilà, en tout cas c'est très intéressant la présentation. Donc on va peut-être ouvrir le débat et voir maintenant donc s'il y a des gens qui ont des questions ou pas. Voilà, Pape Mohamed Moustapha, allez-y. Mohamed Moustapha. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend bien, oui.
Merci à mon camarade de promo et ami Pamoussa pour cette brillante présentation. Ouais. Voilà. C'est un nouveau univers, je peux dire. Il a fait une présentation, ça nous a subjugué. Elle nous incite même à faire d'autres recherches par rapport à ce domaine, qui est là vraiment. Exactement. Et comme que parfois j'ai eu la chance de le côtoyer aussi de temps en temps, de discuter avec lui sur certaines choses, vu que je suis trop intéressé avec tout ce qui touche aux théories du design. Il me disait, dès son arrivée, il me disait, comprendre. Parce qu'il n'y a pas seulement le design, quoi, quand on parle du ciel. Il y a toute une théorie, tout un ensemble de choses qui est défini. Madame, il va falloir que tu dises pourquoi. C'est la raison pour laquelle c'est mis sur place. Donc, c'est pas exact. C'est pour ça que j'ai vu que ces présentations sont intéressantes, son expérience, et dire que aussi il y a quelque chose pour ramener. Ça, je peux dire que c'est toujours en lui, moi, cette simplicité par rapport à ses designs. Et je peux dire que c'est cette simplicité qui se traduit sur les sites qu'ils font. Parce que quand on parle du X ou du design, c'est toujours la simplicité. Faire en sorte que l'utilisateur puisse bien comprendre ce qui est fait et que cette expérience expérience d'utilisateur dans la plupart des dispositifs, à savoir le téléphone portable ou bien le site web, qu'il puisse bien se retrouver sans pour autant se perdre à chaque fois. Exact. Donc en tout cas, remercie par Moussa. Peut-être la question que j'ai essayé de lui demander, comme je viens de dire, qu'est-ce qui a motivé le fait qu'il veuille parler au Canada pour continuer ses recherches, pour continuer ses études là-dessus? Et quelle est la différence majeure qu'il a trouvée entre les deux mondes, le monde universitaire sénégalais et celui canadien? Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est une question très pertinente. Ok. Je prends des questions. Prenez note. Donc, on va laisser les autres poser des questions. Alors là, je vois déjà en fait la main levée de Elhaj Eliman Ndiaye. Elhaj Eliman Ndiaye, c'est bien. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui. Moi, c'est Elhaj Eliman Ndiaye. Je suis de la promo 31. À la section infographie de l'UGB. Après l'obtention de ma licence, j'ai eu la chance d'effectuer 3 stages dans différentes agences de com. Et c'est au cours du dernier stage que je me suis directement intéressé à ces deux disciplines qui sont l'UI et l'UX design, qui sont des disciplines passionnantes. C'est par la suite que j'ai intégré l'université Grenoble-Alpes à l'Institut de communication et des médias. Actuellement, je suis à la 3e année de licence pro en conception, rédaction et réalisation. Avant que je vienne ici, je faisais des recherches dans ces deux disciplines, qui est l'UI et l'UX design. Mais après la présentation de notre camarade étudiant qui est Pamoussa, on a su exactement que l'UX est une discipline qui est loin d'être facile, parce qu'il y a une grande théorie derrière que pas mal de gens ignorent. Ils pensent que c'est juste des clics, des tapes là, mais il y a un grand travail qui est derrière et qu'on ne savait pas. Franchement, la présentation est très intéressante, mais aussi c'est très bénéfique pour moi. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc là c'était juste en fait des remarques, contributions. Voilà, donc les autres, est-ce que vous avez des questions? D'accord, donc je pense que les autres n'ont pas de questions. Vous pouvez peut-être répondre en attendant la question de Mohamed Moustapha Ba. Donc si vous vous souvenez bien en fait de sa question, donc j'espère que vous l'avez noté. Oui, Moustapha a parlé de mes motivations d'abord. Donc qu'est-ce qui m'a motivé à venir poursuivre mes études. Mais quand même, je vais le dire parce que juste après l'obtention de ma licence, j'ai trouvé que
j'étais très limité en tout ce qui est web design. À l'époque, moi, on parlait de web design quand même. Et parce que, voilà, la formation qu'on a reçue, c'était juste des initiations. Et si on voulait travailler dans le développement web, il fallait soit avoir des compétences bien définies en programmation. Donc, ce qui était très loin pour moi parce que je n'étais pas très à l'aise avec tout ce qui est JavaScript, tout ce qui est PHP. Et voilà, tantôt je l'ai dit, j'ai trouvé une passion pour la web lorsque j'étais à Comote Sénégal parce qu'on travaille plus sur des projets web, mais mon intervention était limitée parce que moi j'intervenais uniquement lorsque il s'agissait de l'intégration sur WordPress parce qu'à cette époque-là, moi je maîtrisais uniquement WordPress. Donc, lorsqu'on avait des projets sur Drupal, d'autres là, moi je restais là à regarder ou bien essayer de collecter les informations, le contenu qui va aller directement sur le site web. Et lorsqu'on avait un projet sur WordPress, donc voilà, j'étais un peu à l'aise avec WordPress pour l'intégration, donc je faisais ça. Et après, lorsque je suis allé à Actu 220, j'ai travaillé là-bas comme graphiste motion designer. J'ai essayé, mais je n'aimais pas ce domaine-là. Je ne voulais pas travailler dans le domaine de l'audiovisuel parce que j'ai fait là-bas un mois, j'ai voulu démissionner. Après, ils ont parlé avec moi, ils m'ont dit il faut rester. Donc, j'ai resté un mois de plus. Après, j'ai directement quitté parce que je n'aimais pas travailler dans l'audiovisuel parce qu'il n'y avait pas de défi. On faisait toujours la même chose quand même. Si c'est Actu 221, donc on faisait toujours les postes où c'était prédéfini, c'était des modèles qu'on avait fait, on venait juste, on changeait le texte, on changeait la date, on envoyait. Donc, c'était un travail qui était frustrant pour moi. Moi, j'ai laissé. Et carrément, je cherchais une maîtrise en design d'interaction, donc tout ce qui est multimédia ou développement. C'est ça que je voulais faire comme maîtrise. Je cherchais. Bon, j'ai cherché quand même. J'ai trouvé des offres de formation, mais c'était quand même très sélectif. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque je suis tombé sur la maîtrise en recherche en design, j'ai vu que c'était une formation en recherche. Donc, j'ai contacté des personnes, à l'instar M. Bernard. Je lui ai dit que cette formation m'intéresse, je vais intégrer. Il m'a dit il te faut un projet de recherche. Et là, j'ai cherché un projet de recherche qui tourne autour de l'expérience utilisateur, de l'UX. Il m'a dit que tu as un sujet de recherche, mais il te faut un ébauche de recherche. Un ébauche de recherche, c'est-à-dire qu'il faut une présentation très détaillée de ce sujet-là que tu as, qui va définir tes motivations, la problématique que tu veux faire, la démarche que tu veux faire. C'est-à-dire, c'est comme si je faisais un résumé du mémoire que je prévoyais de faire. Je ne savais pas comment le faire. Après, il m'a expliqué. Il m'a donné des pistes. Je suis allé faire des recherches et j'ai fait une ébauche de recherche carrément. Je lui ai présenté, il m'a dit c'est parfait. Et j'ai contacté directement un, voire deux professeurs qui étaient ici à l'Université de Laval. Je lui ai dit que je veux intégrer cette formation. Voici mon projet de recherche. Est-ce que tout m'encadrer? Donc, il y a un prof qui m'a répondu, on s'est entretenu, on a fait un entretien, et il a vu que ce projet était intéressant parce que je parlais sur l'expérience utilisateur dans le domaine du web, mais plus précisément dans le contexte africain. Parce que le constat que j'avais fait, j'avais vu que le modèle de site web qu'on développait ici, il n'y avait pas de design. Ça, je l'ai découvert. Non, il n'y avait pas de démarche autant pour moi. Ça, je l'ai découvert durant mes recherches. J'ai vu que le modèle de site web qu'on développait là, on venait juste acheter des templates, l'intégrer et ensuite changer changer le template. Le contenu. J'ai mis en avant là que ces modèles, même qu'on téléchargeait, ne reflétaient pas notre identité. Parce que ce sont des modèles qui ont été créés par le monde occidental, les Européens, parce que vous voyez même les plateformes qu'on utilise là, que ce soit FreePic et toutes les plateformes de téléchargement de templates, ça ne nous appartient pas. Donc j'ai mis en avant ce projet que j'ai dit que ces modèles ne reflètent pas notre identité et c'est une forme de colonisation que le blanc a fait, donc qui continue d'exister. Donc, nous, normalement, on doit
concevoir des visuels, tout ce qui est visuel, qui doit refléter notre identité. Donc, c'est ça que j'ai mis en avant. Il a trouvé ça intéressant. Donc, je suis venu. J'ai travaillé sur ce projet-là pendant 2 sessions, 1 année. Et je dis que je vais le laisser. Parce que, pourquoi je l'ai laissé? Parce que lui, ils étaient mon directeur de recherche, ma première session, il était malade. Donc, il n'était pas là. Je travaillais seul sur ce projet. Deuxième session, il était en voyage. Donc, il n'était pas tout le temps présent. Et si je continuais dans cette dynamique, je n'allais pas terminer. Donc, j'ai cherché une alternative de cette formation. Et moi, la différence que j'ai vue ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, ils considèrent le design comme une science. Donc, comme une science qui est similaire aux autres sciences. Donc, voilà. Et lorsqu'on parle de science, il y a la recherche qui est là et il y a la pratique. Donc, ils font beaucoup de recherche en design. Et ils ont développé, comme par exemple, beaucoup de champs d'intervention sur le design. Et il dit que le design s'applique dans tous les domaines de la vie. Et c'est une autre manière de voir le monde. C'est une manière de résolution de problèmes. Parce qu'il y a même des gens qui voient le design comme comment dirais-je, comme un outil de gestion de projet. Parce qu'il y a de l'entrepreneuriat en design et la gestion de projet par le design. Donc, au lieu d'utiliser la gestion de projet qui est classique, qu'on a l'habitude de voir, le design vient et amène une autre manière de voir les problèmes. Et il y a même des auteurs qui disent que si tu identifies un problème et tu essaies de rapporter une solution à ce problème-là, c'est ça le design. C'est ce processus qui est au cours du design. Parce que nous, qu'est-ce qu'on part souvent à travers une idée et on essaie de matérialiser cette idée-là à un artefact. L'artefact, c'est le produit final. Ça peut être une affiche, ça peut être une vidéo, ça peut être des solutions, ça peut être même des services. Et récemment, ils ont développé même le concept de design des services. Si vous voyez le projet de pénurie de place en garderie là, ça c'était un projet en design de services où on étudiait un problème, on apportait une solution, mais il n'y a pas d'interface. Ça, c'est-à-dire le design ne s'applique pas sur les produits, mais il s'applique aussi sur l'offre de services d'une entreprise ou bien autre chose. Ça, c'était un projet. Le problème, c'était la pénurie de place en garderie parce que les mamans n'arrivaient plus à trouver de la place de cette garderie-là. Et dans les garderies, maintenant, ça, c'est un problème. Et le designer va venir étudier cette problématique-là et apporter des solutions. Là, je peux même donner un autre exemple sur mon projet de mémoire à la maîtrise en design d'interaction. Ça parlait sur le design des politiques publiques. C'est un nouveau concept que j'ai trouvé ici récemment quand même. C'est-à-dire comment le design vient au niveau de l'administration pour apporter des solutions. Parce qu'actuellement, on voit, comme par exemple au Sénégal, il y a le référentiel de projet de PASTEF qu'on attend toujours. Et ce référentiel-là, c'est souvent, comme par exemple, un projet qui va voir le Sénégal d'ici 30 ans ou bien 10 ans, 5 ans. En tout cas, c'est un projet du Sénégal d'ici 5 ans. Et lorsqu'on parle de ça, on entre dans l'innovation. Et l'innovation et le design, c'est 2 choses qui sont indissociables. Voilà, on peut pas les dissocier. Et l'innovation aussi, ça fait partie de l'un des, pas principes, mais de l'un des approches où le design construit le monde futur. Comment anticiper tout ce qui va venir. Ok. Ouais. Très intéressant. Hein. Franchement, pour Moussa, quand même, voilà, là maintenant, j'ai une idée en fait donc sur tout ce qui est vraiment tout ce qu'on peut quand même faire en fait ici au niveau de l'université. Si on souhaitait par exemple proposer un master en infographie, voilà, donc orienté peut-être recherche, etc. Donc là quand même ça donne en fait des idées de puissance, franchement. Donc là c'est vraiment intéressant quoi. Bon, là en fait c'est vrai qu'en fait il y a une différence parce que là quand même ici à l'université Gaston Berger, donc là on ne propose pas de master recherche.
Donc, on ne peut pas quand même avoir la même chose en master recherche et en licence infographie. Donc là, quand même, il y a une grande différence. Donc, nous, en licence infographie, on propose plus, en fait, donc, des trucs très pratiques. Maintenant, donc, en master, maintenant, c'est normal qu'en fait, qu'il y ait toute cette théorie-là derrière, quoi. Et aussi, en fait, en général, bon, pour certains, quand même, quand on parle de design, ils pensent qu'en fait, c'est vraiment de la pratique, quoi. Voilà, c'est l'infographie, en fait, donc, qui est pratique. Mais le design, en fait, c'est la conception. D'accord? Donc, conception, c'est pas pratique, en fait. Conception, en général, donc, voilà, il y a tout un document derrière. On écrit un document, quand même, pour un produit donné. Par exemple, bon, quand je parle, par exemple, de ma spécialité, quand on vous demande, quand par exemple, dans le domaine des jeux vidéo, le designer, par exemple, d'un projet de jeu vidéo, lui, il ne programme pas, il ne crée pas de jeux vidéo. Il écrit, par exemple, le document de conception de la vidéo, du jeu vidéo, je voulais dire. D'accord? Donc, le design, en fait, donc, lui, en général, il peut ne pas toucher, en fait, un logiciel. Il peut ne pas toucher un logiciel. D'accord? Moi, en fait, donc, voilà. Il écrit un document, donc comment par exemple on doit faire par exemple une interface utilisateur, comment l'interface d'utilisateur doit atteindre, doit permettre en fait donc aux utilisateurs par exemple d'atteindre leur objectif, etc. Il décrit tout ça là, ok, et après maintenant c'est en fait l'infographiste qui va venir maintenant créer le produit ou bien le développeur qui va venir en fait donc créer le produit, d'accord? Voilà, donc là c'est juste quand même pour appuyer ce que vous venez de dire. Donc on peut être même designer en fait, donc sans toucher au logiciel, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Alors, donc est-ce que les autres, vous voulez intervenir? D'accord. Donc voilà, donc je pense que c'est bon. En tout cas, il y a quelqu'un qui demandait en fait donc à ce que vous partagez votre compte, le lien sur Behance. Donc il y a Wilfred qui l'a partagé, c'est très bien. Donc on a déjà partagé. Alors donc je pense que Pape Moussa Diop, vous allez voir ce dernier mot après nous clôturer. Et voilà, pour libérer un peu voilà, les gens. Voilà, où il veut nous goûter quoi. Voilà, il y a un conseil en fait, donc les étudiants qui sont là et qui souhaiteraient quand même faire un master en fait, parce que nous actuellement on n'a pas en fait un programme de master, donc il y a un conseil en fait, donc pour nous mener vraiment voilà, faire comme vous, aller faire en tout cas un master à l'étranger ou bien ailleurs quoi. Oui, ce que je peux dire, bon, déjà, je remercie quand même ma présence ici. Donc, comme tout à l'heure, je disais, ça me fait vraiment plaisir d'être là et de partager donc, voilà, la modeste présence que j'ai eue récemment. Et voilà, comme je dis ici, il y a une grande ouverture quand même du design. Et ils sont vraiment respectés quand même. Sérieusement, lorsque tu parles, parce que ici, les designers, pour eux, c'est quelqu'un qui va amener toujours des solutions miracles sur un problème. Parce que lorsqu'on nous sollicite, on dit souvent le client n'a pas d'autre issue, donc c'est toi qui dois le sauver. Et c'est pareil que ce qu'on vit au Sénégal. Toutes les entreprises qui nous sollicitent, voilà, c'est des problèmes et nous, on essaye d'apporter des solutions à ce problème-là. Donc, il faut juste la voir de façon très large. Donc, peut-être c'est cette ouverture-là que j'ai, parce qu'ici, ils ont pu dématérialiser le design dans tous les secteurs, dans tous leurs domaines de la vie. Et on parle même de la philosophie, de la pensée de design. Et si tu as cette ouverture-là, et voilà, il faut juste la présenter dans toutes tes démarches. C'est-à-dire, si tu as des projets, essaie d'avoir cette idée, cette démarche, cette recherche-là, cette idée de venir solutionner à chaque fois des problèmes. Et c'est ça qui va te donner une approche, une démarche que tu dois suivre. Donc ici, par exemple, moi je suis à l'Université Laval et il y a 2 maîtrises et une autre maîtrise qu'ils ont créée récemment qui s'appelle illustration scientifique. Donc ça, c'est pour les illustrateurs, ceux qui savent dessiner carrément.
Et pour ce qu'il veut faire, comme par exemple maîtrise en design de recherche, c'est très dur quand même, c'est très complexe. Je l'ai fui, mais c'est très complexe. Mais rien n'est impossible quand même, parce que c'est mon les deux cas. Mais je vous dis, ici, la maîtrise en design de recherche, il cherche des étudiants. Moi, lorsque je suis arrivé, on était 5 étudiants. 5 étudiants, j'ai démissionné. Et il y a une Chinoise qui était là, et elle a démissionné parce que c'était très dur. Moi, j'ai démissionné et il restait les 3. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont pu finir la maîtrise. Et si la maîtrise continue comme ça, ils vont la supprimer. Ouais, c'est sûr. Donc, si vous avez des idées de projet allant dans le design, c'est vraiment très vaste. Ça peut ne pas être comme par exemple le design graphique, animation, parce que déjà ici, ils l'ont dissocié. Design graphique et animation, ils l'ont dissocié. Si vous allez dans le site de l'Université Laval, si vous consultez les profils des professeurs, vous pouvez avoir une idée sur les projets de maîtrise ou bien d'essais sur lesquels les étudiants travaillent ici. Et ça vous donne des inspirations. Et il y en a beaucoup de projets que vous pouvez contextualiser au Sénégal. Et vous pouvez avoir. Moi, mon projet de recherche, c'est le design des politiques publiques dans l'administration sénégalaise. Ici, ils n'ont pas ce problème-là, mais au Sénégal, ils ont ce problème. J'ai contextualisé ce projet et il y en a des gens qui l'ont étudié. Moi, je me suis inspiré des pour en fait. Après, lorsque je vais recevoir la version finale de mon projet d'essai, je vais le partager sur mon site personnel. Vous pouvez aussi le voir. C'est ça. Donc, mais si c'est, comme par exemple, en maîtrise, en design d'interaction ou bien d'autres maîtrises que je connais ici, ça, c'est ton portfolio que tu vas mettre en avant. Ton portfolio, ton compte LinkedIn, parce qu'ils sont plus sur LinkedIn et ton compte Behance. Donc, il faut les alimenter avec un design process, donc voilà, bien défini et des projets variés. Et voilà, là, si tu as aussi de bonnes notes, voilà, si tu possible, ils vont prendre ça, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas pour ce guide qui est très pratique aussi. Donc c'est vraiment très généreux hein, de votre part, voilà. Aussi en fait, ils connaissent quand même toutes ces démarches-là, mais ils ne le disent jamais. Voilà, et par contre, vous quand même, voilà, c'est vraiment très généreux en fait. Oui, Elhadj Elimane, vous voulez contribuer? Vous voulez apporter quelque chose? Oui, monsieur, juste une dernière question que j'aimerais poser à Pamoussa. Ouais. Pamoussa, quel est le nombre d'années de la formation de maîtrise en design d'interaction? En design d'interaction, c'est une année avec 3 sessions intensives. C'est une formation intensive où tu fais la première session du lundi au vendredi. Oui. C'est-à-dire la première session d'automne, de septembre jusqu'à décembre, tu fais un cours lundi au vendredi. La deuxième session, c'est de janvier jusqu'à mai. Tu as un projet d'intervention et plus 12 autres cours. Un projet d'intervention où tu vas travailler en temps plein, de 8 à 16 heures. Donc c'est intensif, c'est accéléré, mais c'est une année. Et la dernière session, tu travailles sur son projet de mémoire. D'accord, merci beaucoup. Ok. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Hein. Merci encore une fois, Pape Moussa. Merci, chers participants. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour un autre numéro, le numéro 11, donc les mercredis de la CREA. Après, maintenant, il y a aussi en fait d'autres événements aussi. Hein. Donc, comme vous le savez, critique CREA, les sciences de tutorat, etc., etc. Voilà, donc restez connectés. On continue donc les échanges dans la communauté WhatsApp. Hein. Donc, merci encore.